Messieurs de la presse, mon pays, la RDC, la République démocratique du Congo, se trouve depuis des années empêtré dans une crise politique chronique qui atteint aujourd'hui son épicentre, projetant la RDC dans une violente tourmente politique née de la violation constitutionnelle, de l'incompétence, du manque de loyauté, de la défaillance intellectuelle de l'élite politique congolaise, incapable de lire les signes des temps pour poser des limites entre les débuts et la fin d'une saison politique, incapable de défendre l'intégrité territoriale, incapable de se mettre réellement au service de la nation, incapable de hisser notre pays dans une rampe de compétitivité vers le développement et la croissance, incapable d'exercer la vocation internationale de la RDC, incapable de porter la voix de la RDC au-delà de nos frontières, incapable d'assumer notre présent, également notre avenir. Bref, très affaibli, notre pays est devenu à la fois un danger, une menace pour d'autres nations de la planète, mais aussi une charge pour les pays amis, parmi lesquels certains ont épousé la cause congolaise, essayant de nous aider à remettre le Congo en ordre de marche vers la démocratie sans laquelle nous ne pouvons pas bâtir notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, en règle générale, les élections constituent un facteur essentiel, sinon déterminant, dans le processus de démocratisation d'un pays. Cependant, pour avoir rompu par les armes les processus de démocratisation le 17 mai 1997, l'AFDL de triste mémoire a imposé un autre parcours, nous a imposé un autre parcours qui est à contresens de l'histoire et qui nous a fait passer par les dialogues intercongolais en Afrique du Sud, suivi par une transition qui a fort heureusement abouti à la remise de notre pays sur les rails de la démocratie en 2006. Par contre, pour avoir mal géré notre démocratie de 2006 à ce jour, l'élite politique congolaise a malheureusement imposé à notre pays une marche à reculons qui est aujourd'hui à l'origine de la dégradation des conditions humaines qui touche nos populations, entraînant une crise de confiance aiguë entre le peuple et ses dirigeants, mais aussi une méfiance aggravée de la part de la communauté internationale. C'est dans ce climat que nous avons été conviés à un processus électoral vicieux et semé d'embûches en dépit des concertations et dialogues tenus à Kinshasa et qui n'ont rien servi d'autre sinon à alimenter la majorité présidentielle pour en faire un front, donc le FCC, élargi bien entendu aux transfuges de l'opposition. En ce qui me concerne personnellement, j'ai accepté de m'engager dans ce processus dans l'unique but de démystifier ce qui avait tendu un piège à l'opposition et à la République, notamment portant des amendements contraignants à la loi électorale, puis en y insérant
les seuils de représentativité électorale fixés à 1% du nombre total des suffrages valablement exprimés pour la députation nationale et à 3% au niveau provincial, ainsi que des dispositions de cautionnement au montant exorbitant. Mesdames et messieurs de la presse, ne pas intégrer ce processus électoral, quoique vicié, aurait donné un motif aux fossoyeurs de la République déjà en fin de mandat depuis 2016 de pérenniser leur présence à la tête des institutions de notre pays. Par conséquent, il fallait y aller coûte que coûte, sachant que ce mauvais départ devait en appeler à un autre, à un vrai départ. Malheureusement, cet autre départ est prévisible et envisageable, car dire que nous voulons, entre guillemets, des élections libres, transparentes et démocratiques, dans un climat apaisé, ne doit pas être assimilé à un simple slogan. Or, techniquement, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, se trouve dans l'incapacité de respecter son chronogramme qui prévoyait initialement la préparation, l'impression et le déploiement des bulletins de vote dans 90 000 bureaux de vote à travers tout le pays afin de répondre aux besoins des 3 scrutins combinés. Dans son exposé du 2 août 2016 à la Cité de l'Union africaine, le président de la CENI avait affirmé que cette opération nécessiterait un total de 41 414 rotations, notamment en Boeing, de 40-20 et 10 tonnes de capacité, en hélico de 2,5 et de 1,5 tonnes de capacité, et en camion de 20 et 10 tonnes de capacité. N'ayant pas reçu à ce jour la note d'acceptation venant du gouvernement pour pouvoir procéder au déploiement des matériaux électoraux dans tout le pays dès le 6 juin 2018, conformément à la résolution 2409 des Nations Unies, la MONUSCO est à ce jour en retrait de cette opération. Ces faits, mesdames et messieurs de la presse, entraînent déjà un retard considérable dans l'exécution du chronogramme établi par la CENI et compromet la tenue des 3 scrutins combinés à la date prévue, donc le 23 décembre de cette année. En effet, revenant au processus en cours, je viens préciser que pour atteindre les jours du scrutin, les élections exigent des éléments essentiels, à savoir les moyens et les temps. Or, au regard des événements, la CENI peut disposer des moyens, mais le temps viendrait à manquer. D'autre part, l'appel à la candidature devrait être couplé à l'affichage des listes électorales prévues du 27 mai au 7 décembre 2018. Cela a été prévu par le calendrier électoral de la CENI. Or, à ce jour, soit plus de 75 ou 75 jours après le début de ces opérations, aucune information à ce jour n'est communiquée aux électeurs pour leur permettre de savoir la situation dans la base des données, de savoir la situation dans la base des données électorales. Que fait donc la CENI pour donner suite à la question de la fiabilisation du fichier électoral qui touche près de 6 500 000 électeurs, c'est-à-dire
C'est cela, je voulais dire, la question que se posent les Congolais. Mesdames et messieurs de la presse, dans sa déclaration à la cité de l'OIA, le 2 octobre 2016, lors des travaux auxquels j'y avais pris part, le président Nanga de la CENI déclarait ce qui suit, je cite: un leader ne suit pas le peuple, mais c'est le peuple qui suit un leader. Il est mieux qu'on dise au peuple la vérité, qu'on explique au peuple ce que nous avons et le peuple nous suivra dans ce que nous aurons choisi. Fin de citation. Mesdames et messieurs de la presse, au regard de ce qui précède, où est donc la vérité? Où est la vérité lorsque par le canal de son président, la CENI affirme à la presse il y a de cela 3 jours que la RDC va assurer seule la logistique électorale et qu'elle n'avait besoin d'aucune aide venant des tierces? C'est cela la vérité? Comment fera-t-on pour acheminer du matériel électoral dans des zones à haut risque avec des avions battant pavillon FARDC, sachant que selon le groupe d'études sur le Congo GSC, 120 groupes d'armées sévissent encore dans certaines parties de la République. Comment faire parvenir la logistique électorale dans une zone hostile aux avions de l'armée congolaise, où l'on sait malheureusement que seuls les avions et la logistique de la MONUSCO sont acceptés? À 4 mois à peu près du jour du scrutin, la CENI dit avoir reçu du gouvernement 7 hélicoptères, 7 avions, dont des Boeing 727, un Boeing 737, un DC-8 d'une capacité de 40 tonnes, un Antonov de 72 tonnes, un avion en voie d'acquisition, des Ilyushin de 62 tonnes, qui est un appareil de modèle RIS, 8130, c'est plutôt, je crois, 130 camions, et 15 tonnes. Et puis, si je ne me trompe pas, c'est les chiffres, 9185 pick-up. J'imagine que je ne suis pas trompé. Je vais revoir tous ces chiffres. Tout ceci pour 90 bureaux de vote disséminés sur les 2 345 000 km que compte notre pays. Mais aussi, elle a parlé des 105 machines dites à voter et des 15 cubes. Et comme cela ne suffisait pas, le président de la CENI annonce que les jeunes pilotes de l'armée commis aux opérations de déploiement de matériel se trouvent en formation au Sud-Soudan. Et personne, mesdames et messieurs, ne sait si c'est pour combien de mois. De même, les gens se posent la question, est-ce que ces données sont fiables? Si c'est le cas, très bien. Mais autrement dit, en ce qui concerne les pilotes, on ne les forme pas en 6 mois, même pas en 2 mois, même pas en 3 semaines. De qui c'est Monketo. En effet, le 14 août dernier, la CENI venait d'affirmer sans embâche n'avoir besoin d'aucune aide extérieure en ce qui concerne la logistique électorale, épousant ainsi les propos du gouvernement, alors qu'en juin
2018, la CENI avait adressé une demande sollicitant l'aide logistique de la MONUSCO. Et cela, l'antenne du Nord Kivu avait également sollicité des hélicoptères et des véhicules de la MONUSCO pour déployer des matériels dans une vingtaine de bureaux de réception et de traitement des candidatures de la province, et c'est une semaine avant l'ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures. Et que cache cette attitude de la CENI et du gouvernement? C'est cela également que la question que les Congolais se posent présentement. Dans sa déclaration, là nous revenons un peu en arrière, dans sa déclaration du 5 novembre 2017, faite lors de la publication du calendrier électoral, le président de la CENI, Corneille Nangaa, affirmait, je cite, « La visibilité et la lisibilité aux contraintes financières, logistiques, sécuritaires et légales sont les gages d'application effective de ces calendriers. » Je continue à les citer. Nous appuyons de ces faits, nous appuyons de ces faits sur la bonne foi des parties prenantes et des divers partenaires qui nous ont assuré de jouer chacun son rôle, mais également aux parties prenantes de faire en sorte qu'il ne soit pas décalé, d'autant plus que les effets d'entraînement empiéteront sans nul doute sur la date des scrutins combinés fixée au 23 décembre 2018. Fin de citation. Mesdames et messieurs, la presse, il faudrait à présent mettre fin à notre appartenance au royaume des aveugles dirigé par des borgnes, car la perspective d'un nouveau dialogue suivi d'une nouvelle transition devient malheureusement de plus en plus certaine. De la même manière que l'après 17 mai 1997 était différent de l'avant 17 mai, l'après le 8 août doit être différent de l'avant le 8 août 2018. On ne peut continuer, mesdames et messieurs, on ne peut continuellement jouer avec la vie de toute une nation à ce point. J'ai consacré ma jeunesse, mon énergie et toute ma vie dans la lutte pour défendre la République. J'ai parcouru les 5 continents pour défendre le Congo. Peu importe les lieux auxquels je me trouvais, j'ai toujours parlé de mon pays, donc du Congo. Notamment dans le cadre de ma profession d'avocat, dans le cadre de mon engagement politique, dans chacune de mes nombreuses participations aux sessions des droits de l'homme à Genève, et j'en passe. Je ne peux donc tolérer qu'un groupe d'individus puisse se permettre de séquestrer tout un peuple et prendre en otage la nation et son élite politique, remettant ainsi en cause l'essence de notre indépendance, l'essence de notre souveraineté. Et puisqu'il faudra que l'éveil vienne de quelque part pour libérer effectivement notre pays de l'occupation de l'homme par l'homme, les filles et les fils de Tchangou sont dès ce jour prêts, rangés en ordre de bataille pour la défense de la République. Nous sommes de la race des héros et notre bravoure n'est plus à mettre en doute, car à Meni nous avons fait face à l'ennemi lourdement armé en 1998 et l'avons vaincu. À Meni également, nous sommes capables de nous battre pour sauver la République gravement mise en danger par certains Congolais qui refusent d'obéir aux contraintes temporelles, lesquelles inscrivent l'alternance en filigrane sur l'homme et son œuvre. Et de ce fait, je dis bien rien, et personne à part Dieu n'est éternel sur cette terre des hommes.
Nous nous sommes affranchis courageusement du colonialisme, de la dictature et de l'oppression. S'il faut recommencer pour sauvegarder l'intérêt supérieur de notre pays, le peuple congolais est prêt à le faire, et je le dis de manière solennelle. Et les Congolais de Tchangou sont disposés à être à la pointe de la lutte dont l'objectif serait celui de permettre à notre peuple de recouvrer sa souveraineté de manière réelle et effective. Les décideurs politiques actuels, quoiqu'en fin de mandat, ou plutôt le mandat a déjà été dépassé, doivent comprendre que les éléments de nos forces armées, ceux de la police et des services de sécurité, ne sont pas des chiens de garde obéissant aux ordres d'un maître qui peut se permettre d'ordonner à volonté, d'attaquer arbitrairement pour faire du mal à la République. Ces derniers, je parle de nos éléments dans l'armée, la police et les services de sécurité, ces derniers, disais-je, sont et restent avant tout des compatriotes engagés pour la République qu'ils ont décidé de servir et de défendre. Désormais, il appartient donc à la CENI de clarifier très rapidement sa démarche afin que les Congolais aient une bonne lecture du processus électoral, car au regard de la réalité sur le terrain, il nous faut un autre départ, malheureusement, face à l'échec annoncé de l'actuel processus à laquelle j'y avais souscrit et j'y avais souscrit. Dès lors, mesdames et messieurs, un processus, ou plutôt un consensus, s'impose afin de déterminer le régime transitoire pouvant conduire à un nouveau départ effectif et inclusif du processus électoral, le vrai. C'est à ce prix, mesdames et messieurs, et à ce prix seulement que nous pouvons envisager un nouveau départ avec sérénité. Je vous remercie. Sur l'actuel processus électoral, et apparemment nous constatons que par votre déclaration, il n'y aura pas d'élection le 23 décembre 2018. Au regard de toutes les difficultés que vous avez évoquées, vous avez dans cette déclaration parlé du calendrier électoral de la CENI, qui n'avait jamais évoqué le point sur la machine à voter. La CENI avait plutôt parlé de la commande des bulletins de vote, l'impression et le transport de ces bulletins vers le pays. Et comment expliquer que tous les candidats qui avaient postulé à la présidentielle, vous étiez conscients de cet aspect des choses? Pourquoi avez-vous accepté de déposer vos candidatures dans un processus qui, comme vous venez de l'évoquer tout à l'heure, était déjà entaché de beaucoup de difficultés, beaucoup d'ennuis? Comment expliquer ça? C'est ma première question. La deuxième question, moi déjà je constate par rapport à votre conclusion que vous vous déclarez favorable à une nouvelle période de transition. Comment expliquez-vous cette transition dans un contexte où les yeux de tous les Congolais sont désormais braqués vers la tenue des élections, parce que les Congolais semblent être fatigués de transition, parce qu'ils estiment que les transitions en transition, l'espoir pour aller aux élections va se perdre. On n'ira jamais aux élections dans ces pays si nous allons encore à une autre transition. Comment expliquez-vous ces deux aspects? Merci. Oui, madame.
Moi, je suis Noéla Kambada. Est-ce qu'on ne peut pas toutes les questions bien, on commence d'abord par... C'est mieux comme ça. Monsieur Théodore, c'est ça? Merci pour la question. N'avez-vous jamais entendu que parfois il faut combattre les faits par les faits? C'est ce que nous avons fait. N'avez-vous jamais entendu dire que à malin, malin demi? On était sur une pente glissante. Dedans, il fallait choisir l'une des deux choses. On a été piégés. Vous savez, je vous dis par exemple, les députés qui ont voté au Parlement une loi qui était contre leurs propres intérêts, je parle par exemple concernant la fameuse loi qui parle de seuil. Ceux qui ont voté cela, sachant que ce sont des indépendants et que cette loi ne les favorisait pas, vous ne pouvez pas vous poser quelle est la question, vous ne pouvez pas vous poser la question de savoir dans quel état d'esprit ils l'ont fait. Nous pouvons imaginer facilement ce qui se passe là-bas. Nous avons été piégés. Ne pas aller aux élections allait donner la possibilité à l'actuel régime qui a déjà dépassé son mandat de pouvoir s'accrocher et dire que voilà, nous avons en face de nous une opposition qui refuse d'aller aux élections. C'était ça le piège. Donc j'ai parlé du processus vicieux. Maintenant après, nous ne sommes pas consultés. Chacun a pris sa décision. Moi j'ai pris la mienne, je ne vous dis pas ce qui s'est passé. Et je me suis dit, je vais y aller parce que le 8, on allait voir la bonne foi de l'autre côté. Malheureusement, ce n'est pas une question de bonne foi, c'est une contrainte. De l'autre côté, on a été contraint de nous sortir un joker. Et ça a donné la voie au processus. Mais, sachant que le processus est vicié dès le départ, vous comprenez que, tel qu'on voit les choses maintenant, les gens se ressaisissent de l'autre côté. Ils avaient un schéma inscrit sur la durée. Maintenant, ils n'y arrivent pas. Et puis, il faut qu'ils aient le courage. Il faut que la CENI, sur qui repose l'effectivité du processus, puisse nous dire que nous ne pouvons pas. C'est pourquoi nous sommes en train, parce que nous sommes réalistes, nous sommes en train de poser les problèmes et d'apporter un élément de solution. Ne pensez pas que nous allons être là à pleurnicher. Nous avons tendu la main, le peuple a dit que, bon, écoutez, tant que les gens peuvent s'attendre, nous allons patienter. Mais attention, avec Mobutu, ça a été comme ça à un moment donné. Nous avons compris ce qu'il fallait faire. Et cela risque de justifier ce que disent les Kinois. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça le point maintenant. Il faut que la CENI se décide. Il faut que la CENI nous dise exactement ce qu'elle doit faire très rapidement parce que les jours passent et nous n'avons pas la traçabilité, nous n'avons pas la clarté en ce qui concerne le processus. Vous comprenez dans quel état d'esprit je suis allé. Les faits, il faut combattre parfois par les faits. On l'a combattu avec l'eau, ça n'a pas marché. Alors nous nous sommes dit, il faut le combattre par les faits. Et voilà, nous avons abouti à quelque chose. Maintenant, concernant la transition, je ne suis pas forcément de ceux qui préfèrent qu'en cas de crise, que l'ARI s'exprime. Bien qu'on a toujours tendance à prendre cela à la légère ou à relativiser. Mais l'ARI, ça veut dire que les Congolais. Maintenant, nous sommes là pour encadrer. Et puisque nous voyons clairement que nous n'allons pas avoir les élections à la date prévue, et nous savons pertinemment que c'est l'accord de la Saint-Sylvestre qui régit les pays. C'est vrai, nous avons une constitution que nous pouvons consulter de temps en temps, qui prévoit cet accord, c'est d'aller aux élections. Et si nous n'avons pas les élections au 23 décembre, on fait quoi? Est-ce qu'on laisse l'ARI s'exprimer? Est-ce qu'on laisse les fossoyeurs de la République reprendre du poil de la bête? Ça, nous disons non. Voilà pourquoi nous rendons attentifs. Nous sommes à la croisée des chemins. S'il faut aller par un chemin consensuel, nous sommes prêts.
Mais s'il faut le faire autrement, eh bien, le peuple congolais qui est dans un état très combatif va se prononcer. Voilà concernant votre question. Donc il nous faut d'abord un consensus. Avant une transition, il nous faudrait un consensus. Nous devons nous asseoir, discuter. Mais cette fois-là, je crois qu'on le fera de manière claire, dans un esprit apaisé, parce qu'il y a un élément qui était là pour bloquer, qui ne serait plus là. Et sa machine est amoindrie. Et c'est ce qu'on voulait. Nous avons obtenu ce qu'on voulait. Et on peut aller dans un climat apaisé. Voilà ce que je tenais à dire aux Congolais. Merci. Madame. Moi, c'est Mélina Kambaja, de Congo Télévision. J'ai une petite action qui me permet de dire sur ce que vous avez déjà dit. Nous voyons aujourd'hui certains partis politiques de l'opposition, tout comme la majorité, en train déjà de se préparer pour la date du 23 décembre. Et aujourd'hui, nous sommes surpris d'entendre que l'unité des valeurs se dit et en train de chercher une transition. Est-ce que c'est une façon de nous dire que l'unité des valeurs n'est pas, ce parti n'est pas prêt pour les élections et veut profiter de la transition pour se préparer mieux et affronter? Et est-ce que c'est aussi une façon de donner maintenant raison aujourd'hui, parce qu'il y a longtemps que la majorité présidentielle est en train de crier tout haut que c'est l'opposition qui ne veut pas des élections? Voilà pourquoi elle est en train de chercher du jour au jour des revendications et en train de poser aussi quelques préalables. Madame la journaliste, vous avez posé une bonne question. Je pense que vous avez la réponse. En tant qu'une journaliste avertie. Écoutez, la personne qui vous parle, c'est quelqu'un qui a eu un engagement politique de longue date. Si vous avez vu la liste de ceux qui sont allés déposer leur candidature, je peux affirmer ça, pouvoir me tromper, que les seuls en termes d'engagement, en termes d'ancienneté, dans son engagement politique, dans l'engagement politique dans l'ensemble, les seuls à être après Gizenga, c'est moi. C'est moi. Quand vous regardez tous ceux qui sont allés là-bas, vous constaterez que mon engagement date de très longtemps. Donc je revendique une certaine expertise, une certaine technicité. Vous parlez, vous prétendez que nous avons peut-être l'intention de participer dans un gouvernement de transition. Si tel était le cas, nous avons été aux concertations nationales. On a joué, personnellement, Unité des Valeurs et moi, nous avons joué un rôle déterminant. J'y serais. J'avais décliné l'offre. Parce que j'avais estimé que les conditions n'étaient pas réunies. Il n'y a qu'à voir ceux qui sont allés rejoindre l'autre camp et ceux qui en sont aujourd'hui. J'ai été au dialogue intercongolais où j'ai joué un rôle déterminant. Je dis toujours, je suis celui qui a tracté les débits de ces travaux. Je prends son excellence Edem Kodjo à témoin. J'ai joué un rôle déterminant. C'est ce qui a fait que je puisse me retrouver dans la composante personnalité politique. On était avec vous. Et si j'étais parmi ceux qui veulent se remplir les poches, pour ceux qui roulent pour les propres intérêts, je serais aujourd'hui membre de ce gouvernement. Et je n'ai pas été. Les amis qui me suivent maintenant à travers les médias comprennent ce que je suis en train de dire. Au contraire, pour ceux qui voulaient aller, je ne les ai pas empêchés, j'ai dit allez-y. Mais moi je suis jamais allé parce que je connais la finalité. La finalité, c'est ce que j'ai redouté. Aujourd'hui tout le monde, tous ces transfuges de l'opposition se retrouvent dans un même bocal qui s'appelle FCC. Je ne sais pas, dans ce bocal, quelle est leur marge de manœuvre. Moi je préfère conserver ma marge de manœuvre. Je suis aujourd'hui parmi la population, vous l'avez vu. J'espère que vous n'avez pas trouvé du mal. Vous n'avez pas eu du mal à trouver mon adresse, mais vous avez compris que je suis parmi les peuples. Ici, c'est moi, avec les peuples. Et je parlais de Tchango, dont la bravoure est connue de tout le monde. Sans Tchango,
vous alliez perdre cette souveraineté que nous avons, cette petite ou portion de souveraineté que nous avons aujourd'hui. Donc, je vous dis tout de suite que si je souhaite qu'on ait un consensus, j'ai parlé d'abord du consensus qui précède la transition. Nous devons nous asseoir. Mais je note que la personne qui bloquait les bons ou l'avancée des choses s'est effacée au profit d'un autre et d'une autre. Et je pense qu'il faut un temps pour l'apprentissage. Et je pense également qu'il vient avec un esprit ouvert et également un esprit républicain. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. Donc nous ne sommes pas de ceux qui sont à la recherche d'un poste ministériel. Et on peut servir la République autrement. D'ailleurs, on le fait déjà tout en étant dans l'opposition. Oui, merci Président. Pour votre pertinence de votre brillante exposé. Mais je peux avoir votre nom s'il vous plaît? Moi, c'est M. Christian Chibita. Puis Christian, hein. Éditeur du journal Structure News, de la presse écrite. Oui. Je venais de dire tout à l'heure que la CENI est dans l'incapacité pour déployer ces machines à voter. Alors, ma question est de savoir, justifie-vous une machination machiavélique de la CENI pour retarder le scrutin? Et la deuxième question, c'est juste de savoir, vous prenez pour la transition. Et cette transition, quelles sont vos aspirations, vous, étant de politique, vous allez apporter votre apport par rapport à ces transitions dont vous faites partie? Je commence par la deuxième question. C'est comme si vous êtes très sensible au mot transition. Vous oubliez qu'avant de parler transition, d'abord merci pour la question, vous oubliez qu'avant de parler transition, j'ai parlé de consensus. Moi je suis juriste, je suis avocat. Lorsque vous voulez établir un contrat écrit, il faut commencer d'abord par discuter. Et puis vous mettre d'accord et enfin établir un contrat que vous aurez à signer. Je parle d'abord du consensus. Il faut que les gens se mettent ensemble, que nous puissions tirer les conséquences de tout ce qui vient d'arriver et de tout ce qui risque d'arriver. Il ne faut pas permettre à ce que nous allons vers la pourriture. Parce qu'imaginez-vous, je vous le dis, au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui, nous risquons de ne pas avoir les élections. Corneille Nangaa, lorsque je l'ai écouté, je l'ai suivi, et c'est le même discours, et ce sont les mêmes réalités, je l'ai suivi, j'ai suivi son exposé à la Cité de l'Union africaine. Il nous avait demandé de choisir, faire un choix sur les 3 modes de scrutin. Et nous avons choisi le mode où on allait avoir 3 élections combinées, présidentielle, députation nationale et députation provinciale. Je vous ai dit que je vous ai donné les chiffres. La CENI avait besoin d'à peu près 70 aéronefs. Et dans tout cela, vous savez, il y a beaucoup de contraintes. Mais à la place, elle n'avait que 2. Mais aujourd'hui, elle refuse l'aide de la MONUSCO. Vous savez que selon la résolution 2409, la MONUSCO est là pour porter main forte à la CENI. Mais à partir du moment où elle refuse, et il y a 3 jours, et elle nous dit que le gouvernement a fait acquisition des appareils dont je vous ai dit, qui sont moins que le nombre exigé. Et ce qui est encore grave, on vous dit que les pilotes, les gens qui vont piloter ces avions sont en formation au Sud-Soudan. Est-ce qu'on peut improviser la formation d'un pilote? Et quel est ce pays qui forme aujourd'hui? C'est le Sud-Soudan. Vous voyez, ce sont des choses à dormir debout. On ne peut pas jouer avec la République.
On ne peut pas jouer avec la République. S'il y a des gens qui le permettent, moi je ne le ferai pas. Je vous dis qu'après Kizenga, dans les tableaux que nous avons, je suis l'unique qui a une expertise, qui a une certaine technicité à cause de mon engagement politique. Je sais de quoi je parle. Nous tous, nous avons accès aux mêmes informations. Moi, je dispose d'un réseau relationnel important. Et ce n'est pas par hasard que j'ai quitté la Suisse. J'ai tout abandonné puisque la Suisse était mon centre d'intérêt pour venir m'engager dans cette lutte. Messieurs les journalistes, est-ce que vous pensez vraiment que si nous avons du matériel que notre gouvernement fait acquisition et nous voulons former les pilotes, on va les former à l'espace de 3-4 mois qui nous restent? Et qui plus y est, ces pilotes sont formés au Sud-Soudan. Au Sud-Soudan, s'il vous plaît. Comment on peut se moquer de tout un peuple comme ça? Si vous acceptez cela, donc vous faites partie de la République des aveugles, dont les bornes sont en train de diriger. Et je ne suis pas de cela. Et beaucoup de Congolais ne sont pas de cela. C'est ça l'heure de la vérité à sonner. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour démontrer notre esprit de tolérance aux autres? Nous sommes des camps, les autres sont au pouvoir, nous sommes dans l'opposition aujourd'hui. Nous voulons que les choses changent pour le bonheur de tout le monde. Et s'ils ne veulent pas comprendre, c'est pourquoi j'ai dit, moi je prends cet engagement solennel aujourd'hui. J'ai dit, les faits, des fois il faut les combattre par les faits. Voilà, j'ai parlé de la transition. Maintenant, la CENI. Vous avez parlé des retardés. Oui, ça c'est visible. Ça c'est visible. Et le fait seulement de retarder le processus nous empêche de déployer notre vision politique pour le Congo. Parce que le Congo, nous le voyons autrement. Nous avons une vocation internationale. Nous sommes le pays le plus riche au monde potentiellement. Vous imaginez 1100 espèces de minéraux, des espèces minérales. Nous avons un long fleuve de 4700 km poissonné, 126 cours d'eau. Vous voyez, nous avons une potentialité, un potentiel hydroélectrique qui peut alimenter toute l'Afrique. Vous voyez tout cela. Et nous avons 80 millions de terres arables où nous pouvons cultiver et nourrir notre population. Et notre population est une source de consommation. Nous n'allons pas souffrir pour chercher à exporter ailleurs. Donc tout cela, on nous empêche de faire. Pourquoi? Et ça n'est fini. Chaque chose a son temps. Il faut un nouveau état d'esprit, il faut une nouvelle génération et nous nous pointons, nous sommes à la pointe de cette génération. Je vais prendre toutes vos questions. Oui. Français, c'est Français, oui. Allez-y, monsieur. Oui. Attendez, Lingala, je vais vous prendre. Banamboga. Narosabino. Oui, allez-y, monsieur. Hein? Monsieur Jean-Paul Moudeli. Première question, c'est que vous avez beaucoup présenté le peuple de Tchangou. En fait, vous ne serez pas président pour la population de Tchangou. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous rassurer sur l'échelle du Congo, qui est unité des valeurs et parti dans le Congo? Ma deuxième question, c'est que, à vous entendre parler, vous récusez le processus électoral sur Nanga, vous parlez de la machine à voter et tout ça, c'est que vous avez un langage des opposants. Qu'est-ce que vous nous dites à propos de la candidature pour l'opposition? Voilà. Merci, Monsieur Moubiaï. Concernant l'unité des valeurs, je vous dirais que personne, je dis bien aucun parti politique ne peut prétendre avoir le monopole du peuple congolais. Chacun gère une petite portion. C'est comme l'eau dans un fleuve, vous avez les gros navires, les petits, les moyens, tout ça, et tous ont accès. Nous avons tous accès à ces peuples-là.
Moi, je revendique une partie du peuple congolais. Mais demain, si je suis au pouvoir, je serai à la disposition de tous les Congolais. Donc ça n'appelle pas un débat. Maintenant, vous me parlez de Tchangou. Je préfère vous répondre par un exemple. À l'époque, peut-être que vous n'étiez pas encore né, nous avions une équipe qui s'appelait Mazembe. C'était une grande équipe à l'époque, et je crois qu'elle est toujours aujourd'hui. Battue à Renaissance, et ne m'en veuillez pas, vous n'étiez pas encore né. Il y avait aussi vite à l'époque, il y avait Imana, Bilima entre autres. À l'époque, lorsqu'on vous apprend que nous avions gagné, je crois que c'était à la Coupe de la Nation, nous avons gagné au Ghana au score d'1 but à 0. On a fait d'autres exploits, mais je vous dis ceci, à cette époque, l'ossature de l'équipe nationale était composée à 30-40% des joueurs de Mazembe, 20 ou 30% des joueurs de Vita. Si vous voulez parler à cette époque-là de l'équipe nationale, qui s'appelait, je crois, Léopard à cette époque-là, peut-être les Lions avant qu'on soit Léopard, si vous enlevez les Kalala Mukendi, vous enlevez les Brino, les Kalonzo, vous n'avez pas une équipe solide. C'est la même chose pour Tchangou. Vous êtes à Tchangou aujourd'hui, soyez les bienvenus. Voyez, nous sommes une force. Vous comprenez? Et cette force, nous ne sommes pas égoïstes pour dire que puisque nous sommes une force, nous allons exclure les autres. Vous avez vu. Peut-être que vous n'aviez pas l'information. Moi, j'étais encore en Europe. Au mois d'août 1998 ou 98, lorsqu'il y a eu des attaques depuis Bakongo, vous avez eu des éléments qui s'étaient infiltrés ici avec un objectif précis de renverser. Mouzé Laurent Désiré Kabila s'est trouvé à la frontière vers Kasumbalesa, prêt au cas où ça bardait, prêt à aller soit en Tanzanie ou bien en Zambie. Les seuls que j'avais vus ici, c'était Didier Moumengi, en train d'encourager la population. Mais sur les terrains, lesquels ont fait le travail, c'est la population de Tchangou. Cette population est restée la même depuis le temps de Mobutu et elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé, moi j'en suis témoin. C'est pourquoi je vous dis, estimez-vous heureux d'avoir une population comme celle de Tchangou. Aujourd'hui, cette population, elle est dans un état très combatif. Ce que les autres ne peuvent pas faire, cette population va le faire. Voilà. Et j'ai rendu attentif nos militaires, les éléments de notre armée, les éléments de notre police et les éléments de la sécurité ou des services de sécurité sur le fait que ce ne sont pas des gens à considérer comme des chiens de garde. Ce sont de valeureux compatriotes qui ont choisi de servir la nation dans ces unités. On ne peut pas se contenter de donner des ordres comme ça, comme on donnait des ordres à un chien, Kende Kouswa Moutouana, va moi cette personne, et puis il va aller le faire. C'est fini, ça en est fini. C'est une question de prise de conscience, parce que tous, nous émergeons de la société civile. Avant de devenir ce qu'on a, avant de devenir militaire, avant de devenir qui que ce soit, on a été avant tout dans la société civile. C'est ce que je tiens à préciser aujourd'hui. Je vous dis, lorsqu'on concourt, qu'on ne va pas à un concours de pilote sans avoir des aptitudes. Lorsque vous m'avez vu à la CENI, parce que je me disais que demain j'aspire à devenir le commandant en chef de ce pays. Bien sûr, si vous me lisez. Et je ne veux pas tenir un discours de campagne aujourd'hui. Et tel est le cas. J'aurai en face de moi ces éléments. Le même qui répondent aujourd'hui aux ordres des autres. Et moi je ne ferai pas ce que les autres ont fait d'eux. Parce qu'il faut restaurer les valeurs. Je l'ai toujours dit, vous ne prenez pas les policiers, vous le mettez dans des conteneurs. Les conteneurs c'est quoi? C'est un emballage. Et vous mettez nos agents dans des conteneurs. Quelle est cette République? Allez à Brazzaville à côté ici, vous ne verrez pas ça.
Moi, je ne permettrai pas cela. Parce qu'il s'agit de parler des militaires, des policiers. Je vous l'ai dit. Il faut des casernes. Comment vous les envoyez exécuter des missions difficiles et puis ils vont repartir à la cité, habiter avec les mêmes civils qu'ils ont eu à persécuter il y a quelques instants. Vous les exposez. Nous sommes dans quelle république? Tout cela doit terminer. Tout cela doit terminer maintenant. Voilà mon message. Et puis, vous me parlez des... C'est une affaire de l'opposition. Vous savez, ce sont des hommes et des femmes qui s'asseyent, qui discutent. Mais moi, je n'ai jamais été contacté. Ce n'est pas par la presse que je peux donner, à travers la presse que je peux donner ma réponse. Si on me consultait, et afin qu'on ait une discussion là-dessus, je saurais comment me prononcer, parce que nous sommes pour l'unité. Mais encore une fois, je précise que qui veut aller loin ménage sa moitié. Nous avons ménagé la nôtre, donc nous sommes encore prêts à faire un bout seul. Mais après, si la situation nécessite à ce qu'on se mette ensemble, et nous sommes prêts à le faire. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Français, hein? On va prendre une question en français et puis à la lingala. Une question en français et puis on va à la lingala. La dernière question, hein? Tozo Yasuka, soyez patient. Sango Malam. Oui? Je maîtrise un peu C'est fiston, hein? Je maîtrise un peu votre force de combat et puis la stratégie jusqu'à présent de la maîtrise. Aujourd'hui, vous êtes la CENI, avez bien dit, ça la machine n'est pas définitive. Cela veut dire qu'on processus de transition et de la force. Maintenant, vous, en tant que juriste, lorsque vous avez parlé d'une transition, on peut considérer une transition, or, on sait que on dit une transition, ça la fait dans le pays. Donc, vous, en tant que juriste, comment vous allez procéder à votre transition? Oui, mais écoutez, il ne faut pas fermer les yeux, effacer les tableaux, prendre les mêmes et recommencer. Parce que on a toujours tendance à dire que on ne change pas une équipe qui gagne, c'est ça, non? Mais lorsqu'il y a une équipe qui ne gagne pas, on fait quoi? On a fait combien de concertations, combien de réunions? Au final, nous avons compris qu'il y avait quelque chose, il y avait un élément qui bloquait. Et ça, malheureusement, même au niveau de la communauté internationale, les gens ont mis des jumelles pour voir réellement ce qui s'est passé dans notre pays et puis ils ont compris. Alors moi je dis ceci, moi je m'en réjouis du fait que les chefs de l'État aujourd'hui, je n'ai pas voulu les citer. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'avez entendu citer son nom? Non. Je le laisse là où il est. C'est un homme courageux, il faut l'avouer. Il a eu le courage de dire oui après le décès et l'assassinat de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, là où tout le monde disait non. J'ai suivi le dossier de très près. Tout le monde disait non. Même Étienne Tshisekedi avait dit non. Mais lui, il avait dit non. C'est encouragé. Ça, il faut reconnaître. Deuxième point, il n'a pas fait comme Saddam Hussein ou comme Kadhafi. Il aurait pu le faire. Armé du courage, il a dit je me retire. Que ce retrait soit effectif. Que ce retrait soit effectif. Parce qu'on ne veut pas ce qu'on appelle des mesures, des poids de mesures. Mais en plus, vous faites allusion à ma qualité de juriste. Mais pour appliquer les droits, il faut que les conditions s'y prêtent. Or, dans notre pays, nous n'avons pas les conditions. Nous n'avons pas les conditions. C'est pourquoi j'ai dit, encore une fois, s'il faut essayer de jongler pour revenir à la normalité, on peut accepter un dialogue. Mais je vous dis, poser cette question. Est-ce que le peuple aimerait avoir Kabila dans ce genre de processus? Le peuple vous dira non. Et puisque le peuple dira non, moi je vous dis également que je ne souhaiterais pas l'avoir dans ce processus. Il n'y a pas que lui. Je lui ai dit autour de lui, il a des corbillards, des gens
Corbière, je l'ai toujours dit, sa spécificité, c'est d'amener le cimetière. Même si par bonheur, la personne, le défunt, se réveillait, reprenait vie, le Corbière ne peut jamais accepter de le ramener à la maison. Vous voyez? Et ce sont des gens comme ça qui viennent prendre, ramener, ils ont pris Mobutu, ils l'ont amené quelque part. La personne qui vous parle en connaissance des causes. Parce que moi j'ai engagé la plupart des gardes des corps de Mobutu, qui l'ont même enterré au Maroc. Ce sont ceux-là qui faisaient ma sécurité en Europe. Et ils m'ont dit des choses. C'est ce que je suis en train de voir. Donc, ils sont tous concernés. Ce n'est pas une affaire d'un seul individu. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet, à ces fistons.